Bonjour les quatrièmes. Aujourd'hui, cinquième heure de cours concernant notre chapitre sur les conquêtes et les sociétés coloniales. Comme d'habitude, un petit rappel des éléments qu'on a vus précédemment. On cherche à voir dans ce chapitre comment et pourquoi l'Europe a mis en place la colonisation, c'est-à-dire une domination du monde au XIXe siècle. On a d'abord étudié les empires coloniaux, vous les revoyez, l'Empire français, l'Empire britannique, l'Empire portugais, l'Empire belge et l'Empire allemand en fonction des couleurs. On a parlé de métropoles et donc de colonies, on a parlé de deux groupes de population, les colons et les indigènes. On a vu également que la colonisation se faisait pour différents motifs, mais qu'elle engendrait, elle causait des oppositions en Europe. Vous vous rappelez du débat entre Ferry et Clémenceau. On a expliqué que ces colonies avaient aussi un intérêt économique, elles permettent d'augmenter les richesses. Et la dernière fois, nous avons étudié le fait que les sociétés coloniales sont des sociétés inégalitaires, puisque la plupart du temps, les colons ont les meilleurs postes, alors que les indigènes, eux, doivent se contenter des emplois les plus difficiles, les moins bien payés. Et nous en étions arrivés à ce grand B, c'est-à-dire à la question de la fin de l'esclavage dans les colonies. Puisque je vous le rappelle, quand les Européens partent à la conquête des territoires africains, l'esclavage existe encore. On était en train de faire un petit retour en arrière avec ce texte de Diderot et d'Alembert, deux philosophes des Lumières, dont nous avons parlé précédemment dans notre programme. Et je vous demandais quel était l'avis de Diderot et d'Alembert concernant l'esclavage. Vous avez dû y répondre dans votre cahier, on va pouvoir donc le corriger tout de suite. Je pense que vous avez compris en lisant le texte de Diderot et d'Alembert qu'ils avaient un avis extrêmement négatif concernant l'esclavage. Si on regarde les termes qu'ils emploient, l'esclavage blesse la liberté, l'esclavage est inutile par lui-même, et surtout, les peuples qui ont pratiqué l'esclavage ne sont que des barbares pour Diderot et d'Alembert. Ce que je veux que vous compreniez, c'est qu'ils ont écrit leur texte en 1755, c'est-à-dire bien avant que l'esclavage ne soit aboli en France. Vous avez, on va le voir après, la date de l'abolition de l'esclavage. Ce qu'on note sur la vie de Diderot et d'Alembert, c'est que pour eux, l'esclavage il est intolérable parce que l'égalité est essentielle. Et donc, pour eux, l'esclavage est une pratique barbare. Notez-le, corrigez-le, faites pause. Bon, jusque-là, rien d'étonnant à ce que Diderot et d'Alembert se battent pour l'égalité. Je vous rappelle que ces écrivains des Lumières sont influencés donc par leur siècle et par le fait que de nombreuses personnes à cette époque-là disent que il faut mettre fin à la société d'ordre, vous vous rappelez, noblesse, clergé, tiers état, que chacun doit être à égalité. Ça concerne aussi les esclaves dans l'esprit de Diderot et d'Alembert. Et d'ailleurs, ils ne sont pas les seuls à avoir cette idée-là, puisque tout au long du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle, on va le noter ensuite, le mouvement abolitionniste se développe. Abolitionniste, dans ce sens-là, ça veut dire le mouvement qui se bat pour l'abolition de l'esclavage, pour la fin de l'esclavage. Notez-le bien, faites pause. Et puis les esclaves eux-mêmes se révoltent, c'est-à-dire que de plus en plus au XIXe siècle, ils ne souhaitent plus, ils n'acceptent plus d'être considérés comme des objets, comme des outils. Autrement dit, on voit de manière sporadique, en différents lieux, en différents territoires, des esclaves qui se révoltent contre leurs conditions de vie. Notez-le aussi. Comprenez bien tout de même qu'un esclave qui se révolte, c'est un esclave qui prend des risques, parce que son maître peut le traiter de la manière dont il le souhaite. Autrement dit, il n'est pas rare lorsque des esclaves se révoltent que les conséquences soient extrêmement lourdes pour eux, avec des violences qui peuvent être exercées contre ces esclaves dans les colonies. Et ce que nous allons voir maintenant, c'est justement la manière dont ces esclaves ont retrouvé leur liberté, comment est-ce que la France a mis fin à l'esclavage. Vous avez dans les documents que je vous ai distribués avant que nous nous quittions, cette gravure, cette reproduction qui est en noir et blanc, que je vous demande de coller maintenant dans votre cahier, mettez-la à gauche de votre page, comme ça vous répondrez aux questions à droite. Ces questions, les voici. Vous allez devoir relever simplement la date de l'abolition de l'esclavage en France, et vous allez ensuite essayer d'expliquer pourquoi ce document fait l'éloge de la République. Autrement dit, pourquoi est-ce qu'il défend la République? Pourquoi est-ce qu'il met en avant la République? Vous allez pouvoir utiliser les symboles que vous voyez sur ce document. Je vous laisse coller le document, répondre aux questions, et ensuite on corrige ensemble. Vous pouvez faire pause.
Bon, nous allons commencer avec le plus simple, la date de l'abolition de l'esclavage. Vous l'aviez en haut, le document date d'octobre 1848, c'est aussi l'année de l'abolition de l'esclavage en France. La décision, elle est sur ce document dite par cet homme, Sardagariga. Sardagariga, il a une particularité qui peut nous intéresser nous. Il est né à Pézières-la-Rivière, à quelques kilomètres de Perpignan. À ce moment-là, il est gouverneur de l'île de la Réunion. Et donc c'est lui qui, en tant que représentant du gouvernement, est chargé de lire la déclaration de l'abolition de l'esclavage, autrement dit de la fin de l'esclavage dans ce territoire. Complétez votre réponse en mettant le nom de la personne, Sardagariga, et ensuite on passera à la question numéro 3. Troisième question, donc, pourquoi est-ce que ce document fait l'éloge de la République? Je vous rappelle tout d'abord qu'on est en 1848, et c'est la République, la Deuxième République, qui décide de l'abolition de l'esclavage. Alors, passons au symbole. Ici, vous avez peut-être remarqué, avec ce buste-là en pierre, et au-dessus de la tête le bonnet phrygien, nous avons Marianne. On notera tous ces éléments après. Donc, au centre, Marianne. En dessous de Marianne, écrit le terme liberté. Ici, vous avez une balance, la balance de l'égalité. Voilà pour les premiers symboles. Continuons avec Sardagariga. Il porte l'écharpe tricolore qui nous montre qu'il est un représentant politique officiel de la République. Intéressez-vous maintenant à sa position, à sa posture. Il a les deux bras plutôt ouverts, en signe justement d'ouverture envers la population esclave que vous voyez ici. Symboliquement, Sardagariga, c'est-à-dire la République, se tourne vers les esclaves. On va maintenant s'intéresser à ce qui est présent sur la droite, notamment ici. Ici, vous devez reconnaître les outils de travail que les esclaves utilisent au quotidien dans les plantations. À l'arrière-plan, vous voyez une usine qui est en train de fumer, probablement une usine dans laquelle on raffine le sucre. Le sucre est récolté avec la canne à sucre et ensuite il faut l'extraire de la canne à sucre. Ça se fait dans ce genre d'usine-là. Regardez bien comment le tableau est organisé. Sardagariga, ici, est en train de faire un barrage en quelque sorte entre les outils et les esclaves, entre l'usine et les esclaves. Il est en train de les libérer de leurs conditions d'esclaves. Autrement dit, on a un document qui met en avant cet homme et qui donc met en avant la République tout entière. Vous notez donc les symboles dans votre cours. On a le buste de Marianne, la liberté et la justice qui sont mis en avant, l'écharpe tricolore. On peut dire que c'est une peinture officielle de la République. Elle présente la République comme bienfaitrice, c'est-à-dire comme quelque chose qui fait le bien. Notez-le, complétez-le, vous pouvez faire pause. Bien, sur ce document, on vous présente Sardagariga, mais ça n'est pas lui qui a écrit le texte. Lui, il est simplement chargé de lire ce texte aux esclaves à la Réunion. À partir de ce jour-là, les esclaves réunionnais deviennent des hommes libres. Comprenez bien que pour les maîtres d'esclaves, c'est une situation très compliquée, parce que en quelques jours, en quelques semaines, ils perdent leur main-d'œuvre gratuite dont ils disposaient. Ils ont donc obtenu de l'argent pour essayer en quelque sorte de compenser leurs pertes financières. Mais comme je vous le disais, ça n'est pas Sardagariga qui a écrit le texte. Le texte, il a été écrit par cet homme-là, dont vous allez devoir écrire le nom et essayer de le retenir. Victor Schœlcher. C'est lui qui a rédigé le décret, le texte qui a mis fin à l'esclavage, et nous allons voir que son corps a été transféré au Panthéon en 1949. On ajoute bien la majuscule à Panthéon, et maintenant je vais vous expliquer ce qu'est le Panthéon. Peut-être vous l'ai déjà montré dans un cours précédent, le Panthéon c'est cette ancienne église qui se trouve à Paris, sur la rive gauche de la Seine, près du Jardin du Luxembourg. Une église qui a été transformée à la Révolution française dans ce qu'on appelle maintenant le Panthéon. Pour ceux d'entre vous qui ont des bons yeux, vous pourrez lire ici « Aux grands hommes, la patrie reconnaissante ». Le Panthéon est un monument, aujourd'hui, dans lequel
la République française honore celles qu'elle considère comme des grands hommes. Attention, quand je dis grands hommes, ça concerne aujourd'hui les hommes et les femmes, même s'il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes au Panthéon. Si un jour vous allez au Panthéon, vous rentrez par cette porte-là, et vous arrivez dans une église, et vous prenez un escalier qui descend dans la crypte du Panthéon. La crypte, c'est ce qui se trouve dans le sous-sol. Et de part et d'autre, à gauche et à droite, vous avez des sortes de petites salles, dans lesquelles vous allez trouver des sépultures. Des sortes de tombes, si vous le voulez. Celle-ci, c'est une photographie donc, de la tombe de Victor Schœlcher, vous devinez son nom ici. Particularité de Victor Schœlcher, il est enterré avec son père. Son père, Marc Schœlcher, est enterré avec lui au Panthéon. Je vous montre ce monument pour bien que vous compreniez que le texte qu'a décidé de rédiger Victor Schœlcher, il a profondément marqué la République française, puisqu'il a mis fin à l'esclavage, pratique barbare, pratique ancienne. Son texte a été tellement important qu'il a été décidé en 1949 de rendre hommage à Victor Schœlcher et de décider du transfert de son cercueil dans le Panthéon. Aujourd'hui, au Panthéon, vous pouvez trouver des hommes politiques importants, des scientifiques. Pour les hommes politiques, par exemple, vous trouverez Jean Jaurès, vous en reparlerez l'année prochaine, un homme politique très important du début du XXe siècle. Pour ce qui est des scientifiques, vous trouvez Marie Curie, par exemple. Marie Curie, scientifique française d'origine polonaise, née polonaise, et qui, par ses recherches, a fait progresser la science. Elle se trouve au Panthéon. Vous trouverez aussi des résistants de la Seconde Guerre mondiale. C'est le cas de Jean Moulin, par exemple. Ça, vous aurez l'occasion d'en reparler l'année prochaine, mais retenez bien l'importance de ce bâtiment-là, le Panthéon, dans lequel, alors, pas de manière très régulière, mais d'habitude, une fois tous les 3 ans ou tous les 5 ans, le président de la République peut décider de faire entrer un homme ou une femme importante au Panthéon. Une des dernières femmes entrées au Panthéon était Simone Veil, femme politique extrêmement importante du XXe siècle, dont vous aurez l'occasion de reparler l'année prochaine en classe de 3e. On a donc parlé de Cerda Garriga, on a parlé de Schœlcher, troisième et dernier personnage important dans l'abolition de l'esclavage, François Arago, dont le nom a été donné au lycée de centre-ville de Perpignan. Notez son nom parce que François Arago, à cette époque-là, il est ministre de la guerre, de la marine et des colonies. Et donc c'est lui qui, in fine, si vous voulez, a chapeauté la fin en fait de l'esclavage en France. Notez son nom et notez son poste à l'époque, ministre de la guerre, de la marine et des colonies. Bien, voilà pour l'abolition de l'esclavage en France. Nous allons avoir le temps de passer au grand C et voir qu'il y a des oppositions qui sont nées de ces colonies. Notez-le et faites pause. Pour terminer notre cours, comme la dernière fois, vous allez avoir 2 petites questions à préparer pour la séance prochaine. Ces 2 questions, les voici, nous allons les lire ensemble. Vous n'avez pas besoin de les écrire, vous allez simplement devoir y répondre. Vous avez une carte postale qui date de 1905 et qui représente un territoire de Côte d'Ivoire, puisqu'on est à côté d'Abidjan, capitale actuelle de la Côte d'Ivoire. Vous allez devoir simplement présenter les populations présentes sur cette carte postale, intéressez-vous aux détails, et vous devez réfléchir à ce que sont en train de faire les Africains, et c'est-à-dire quelle est leur situation à cette date-là en Côte d'Ivoire. Vous répondrez à ces 2 questions pour la prochaine séance, on reprendra là-dessus au début de l'heure suivante. J'espère que le cours d'aujourd'hui a été bien compris. Si vous avez des questions, vous me contactez toujours de la même manière par l'ENT ou par mail. Je vous retrouverai très rapidement pour notre dernière heure de cours concernant ce chapitre. Et d'ici là, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée. À très bientôt.